Mon mari m'a envoyé un texto, ne viens pas, ma mère ne veut pas de toi ici, et cela, juste après que j'ai payé le nouveau manoir de ma belle-mère. J'ai répondu, bien noté. Mais 2 heures plus tard, j'ai fait quelque chose qui a tout changé. Je me souviens encore du moment exact où mon monde a basculé. J'étais assise à mon bureau en train de terminer une présentation pour un client lorsque mon téléphone a vibré. C'était un texto de Derek, mon mari. J'ai souri avant même de l'ouvrir, pensant peut-être qu'il confirmait l'heure à laquelle je devais arriver à la fête de sa mère. Les mots sur l'écran n'avaient pas de sens au début. Je les ai lus une fois, puis 2, puis 3 fois. Tu n'as pas besoin de venir. Ma mère ne veut pas de toi ici. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai posé mon téléphone sur le bureau comme s'il m'avait brûlé. Pendant 1 minute entière, je l'ai juste regardé, attendant qu'un autre message apparaisse. Quelque chose comme « c'était une blague » ou « désolé, c'était pour quelqu'un d'autre ». Mais rien n'est venu. Le message est resté là, froid et définitif. Ce n'était pas n'importe quelle fête. C'était la pendaison de crémaillère pour le manoir que j'avais acheté pour Patricia et Joël. Le manoir qui m'a coûté 847 000 $. Le manoir pour lequel j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour pouvoir me le permettre. Laissez-moi revenir un peu en arrière car vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il y a 2 mois, Derek est rentré d'une visite chez ses parents l'air inquiet. Il s'est assis à notre table de cuisine et m'a dit que sa mère et son père avaient des difficultés. Leur vieille maison avait besoin de réparations qu'ils ne pouvaient pas se permettre et ils étaient en retard sur leurs paiements hypothécaires. Il avait l'air si triste, si inquiet pour eux. Et moi, je voulais aider. J'ai toujours voulu aider. J'étais marié à Derek depuis 7 ans, et pendant ces 7 années, j'avais essayé de gagner l'approbation de Patricia. Elle ne m'a jamais beaucoup aimé. Je pouvais le voir dans la façon dont son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux quand elle me regardait. Je pouvais l'entendre dans le ton qu'elle utilisait quand elle me parlait, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant pas très intelligent. Mais j'ai continué à essayer. J'ai continué à espérer qu'un jour elle me verrait comme une vraie fille, pas seulement la femme qui a épousé son fils. Alors, quand Derek m'a parlé des problèmes d'argent de ses parents, j'ai vu une opportunité. Pas seulement pour les aider, mais pour enfin faire mes preuves. J'ai décidé que je leur achèterais une maison, une belle maison, une maison de rêve, et je leur en ferais la surprise lors de leur fête de 40e anniversaire de mariage. Pendant 2 mois, j'ai travaillé comme une folle. J'ai pris des projets de conseils supplémentaires. J'ai travaillé tard dans la nuit et tout le week-end. Derek pensait que j'étais juste occupé par du travail habituel. Il n'avait aucune idée que j'économisais chaque dollar supplémentaire, accumulant assez d'argent pour un acompte sur une maison qui mettrait ses parents à l'aise pour le reste de leur vie. J'ai regardé des dizaines de propriétés. Je voulais que ce soit parfait. Finalement, je l'ai trouvé. Un magnifique manoir de 5 chambres dans un quartier calme avec un grand jardin et un garage pour 2 voitures. Il y avait tout. De hauts plafonds, une cuisine moderne, de beaux parquets. J'ai imaginé Patricia cuisinant dans cette cuisine, Joël travaillant dans le jardin. J'ai imaginé des dîners du dimanche là-bas avec toute la famille, tout le monde heureux et ensemble. L'acompte seul était de 300 000 $. J'ai dû prendre de l'argent de mes économies, de mon compte professionnel, des investissements que j'avais constitués pendant des années. Mais je m'en fichais. Cela allait tout changer. Je me souviens du jour où je leur ai présenté l'acte de propriété de la maison. C'était lors d'un petit dîner de famille il y a 3 semaines. Juste Derek, ses parents et sa sœur Vanessa. J'avais l'acte dans une enveloppe fantaisie avec un gros nœud dessus. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Patricia a ouvert l'enveloppe lentement. Elle a lu le papier à l'intérieur. Son visage est resté sans expression un moment. Puis elle a levé les yeux vers moi. J'attendais des larmes de joie, une énorme étreinte, qu'elle me dise enfin que j'étais comme une vraie fille pour elle. Au lieu de cela, elle m'a fait ce petit sourire crispé et a dit « Eh bien, c'est assez généreux. » C'est tout. Pas d'étreinte, pas de larmes, juste « assez généreux ». Comme si j'avais apporté une tarte pour le dîner ou quelque chose du genre. Vanessa a immédiatement demandé si je l'aiderais aussi à acheter un condo. Juste comme ça. Pas de félicitations à ses parents. Pas de remerciements pour moi. Juste, et moi. Joël, le père de Derek, était le seul qui semblait vraiment heureux. Il avait les larmes aux yeux, m'a fait une grosse étreinte et m'a remercié encore et encore.
Cela m'a un peu réconforté, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas dans la réaction de Patricia. Derek était silencieux. Il m'a embrassé sur la joue et a dit que c'était très gentil de ma part, mais il semblait mal à l'aise. Je me suis dit qu'il était juste submergé par un si grand geste. Je me suis dit que tout allait bien. Au cours des 3 semaines suivantes, Patricia et Joël ont emménagé dans le manoir. Patricia m'a appelé plusieurs fois pour me parler des problèmes de la maison. La pression de l'eau n'était pas tout à fait correcte. Elle n'aimait pas la couleur de l'une des chambres. Le jardin avait besoin de plus de travail. Chaque appel ressemblait à une plainte, jamais à un remerciement. Mais j'ai refoulé ses sentiments. Je me suis dit qu'elle était juste stressée par le déménagement. Puis Patricia a annoncé qu'elle organisait une grande pendaison de crémaillère. Elle a invité tous ses amis, tous les voisins, des membres de la famille éloignée que je n'avais même jamais rencontrés. Derek m'a montré la liste des invités, plus de 30 personnes. J'ai commencé à planifier ce que je porterais, à réfléchir aux plats que je devrais apporter. J'ai même acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Et puis, assise à mon bureau un jeudi après-midi qui aurait dû être normal, j'ai reçu ce texto. Tu n'as pas besoin de venir. Ma mère ne veut pas de toi ici. J'ai répondu avec des doigts tremblants. Compris. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Un seul mot. Parce que si j'en écrivais plus, j'aurais peut-être écrit des choses que je ne pourrais pas reprendre. Ou pire, j'aurais peut-être supplié. J'aurais peut-être demandé pourquoi ou ce que j'avais fait de mal. Et j'étais fatigué de mendier des miettes de gentillesse de ces gens. Après avoir envoyé ce message, je suis resté assise là. Ma présentation était toujours ouverte sur l'écran de mon ordinateur. Mon café devenait froid à côté de moi. Dehors, par ma fenêtre, c'était une belle journée ensoleillée. Tout semblait normal, mais rien ne me semblait normal. Quelque chose a cliqué en moi à ce moment-là. C'était comme si un brouillard dans lequel je vivais depuis 7 ans se dissipait soudainement. J'ai commencé à penser à tout, à y penser vraiment pour la première fois. J'ai pensé à toutes les vacances en famille que j'avais payées. À chaque fois que Vanessa demandait à emprunter de l'argent qui n'était jamais remboursé. À chaque cadeau coûteux que Patricia acceptait avec à peine un merci. À chaque fois que Derek trouvait des excuses pour la froideur de sa mère envers moi. À chaque fois que j'étais exclu des photos de famille ou oublié lors des réunions de famille. J'ai pensé aux 15 000 $ que Vanessa a emprunté l'année dernière pour un investissement commercial qui n'a jamais eu lieu. J'ai pensé à la fois où Patricia m'a dit à Noël que je travaillais comme un homme. Et que c'est pour ça que Derek et moi n'avions pas encore d'enfants. J'ai pensé à la façon dont Derek ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois, jamais. Et j'ai pensé à ce manoir, ce magnifique et cher manoir que j'avais failli détruire ma santé pour le racheter. Le manoir où Patricia se trouvait en ce moment même, organisant une fête à laquelle je n'étais pas autorisé à assister. J'ai regardé l'horloge. Il était 14h47 de l'après-midi. La fête commençait à 18h. J'avais un peu plus de 3 heures. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé le premier appel, puis le deuxième, puis le troisième. À chaque appel, mes mains devenaient plus stables. Ma voix devenait plus calme. Au 4e appel, je ne tremblais plus. Quand j'ai fini de prendre mes dispositions, j'ai attrapé mon sac à main et mes clés de voiture. J'avais un dernier arrêt à faire avant de me présenter à cette fête, parce que j'allais à cette fête après tout, et j'apportais avec moi des papiers très importants. Le volant en cuir était frais sous mes mains alors que je traversais la ville. Mon cœur battait vite, mais pas de panique, de clarté. Pour la première fois en 7 ans, je savais exactement ce que je devais faire. Sur le siège passager à côté de moi se trouvait un dossier. Un simple dossier en papier craft qui avait le pouvoir de tout changer. Mais avant d'expliquer ce qu'il y avait dans ce dossier, je dois vous dire comment je me suis retrouvé ici, dans cette voiture, ce jour-là, enfin prêt à me défendre. J'ai rencontré Derek il y a 8 ans dans un café. Je venais de lancer ma propre entreprise de conseil, aidant les petites entreprises avec leur système technologique. Je travaillais 18 heures par jour, vivant de café et d'espoir, essayant de construire quelque chose à partir de rien. Derek travaillait dans une banque en tant que directeur. Il semblait stable, gentil et solidaire. Quand il m'a invité à sortir, j'ai dit oui. Ces premiers mois ont été merveilleux. Il s'intéressait à mon entreprise, posant des questions sur mon travail, célébrant mes petites victoires. Quand j'ai décroché mon premier gros client, il m'a emmené dîner.
Quand j'étais stressé par un projet, il me massait les épaules et me disait que je pouvais faire tout ce que je voulais. Je pensais avoir trouvé un partenaire, un vrai coéquipier. Nous nous sommes mariés après 1 an de relation. En y repensant maintenant, je réalise que c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. De petites choses au début. Derek faisait de petits commentaires sur le nombre d'heures que je travaillais. Sa mère, Patricia, a commencé à se présenter à notre appartement sans prévenir, toujours avec un problème à régler. Regardant toujours nos affaires avec cette expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Puis mon entreprise a vraiment commencé à décoller. 2 ans après notre mariage, je gagnais 3 fois plus que Derek à la banque. Je n'en ai jamais fait toute une histoire. Je ne lui ai jamais jeté ça au visage. L'argent n'était que de l'argent pour moi, quelque chose qui nous aidait à vivre confortablement, rien de plus. Mais c'est devenu quelque chose de différent pour Derek et sa famille. Patricia a commencé à traiter chaque réunion de famille comme une réunion d'affaires. Elle mentionnait des choses dont ils avaient besoin, un nouveau réfrigérateur, des réparations de voitures, de l'aide pour les impôts fonciers, ne demandant jamais directement, mais mentionnant toujours. Et Derek me regardait avec ses yeux tristes jusqu'à ce que je propose de l'aide, ce que je faisais toujours. Vanessa était encore pire. Elle m'appelait sa belle-sœur préférée quand elle avait besoin de quelque chose, ce qui était drôle parce que j'étais la seule femme de Derek. Elle empruntait de l'argent pour tout. Loyer, paiement de voiture, cet investissement commercial qui n'a jamais eu lieu. Elle promettait de me rembourser à chaque fois. Elle ne l'a jamais fait, pas une seule fois. Et quand je lui rappelais gentiment l'argent, elle agissait comme si elle était offensée, comme si j'étais mesquine de même le mentionner. Le pire, c'était la façon dont ils me traitaient tous en prenant mon argent. Patricia me donnait toujours ce sourire froid. Elle faisait toujours de petits commentaires sur mon travail, mes vêtements, mon choix de me concentrer sur ma carrière. Elle oubliait de m'inviter aux événements familiaux, puis agissait surprise quand je me présentais parce que Derek m'en avait parlé. Elle critiquait tout chez moi tout en acceptant joyeusement chaque dollar que je donnais. Et Derek, il trouvait toujours des excuses. Elle est juste démodée. C'est juste sa façon d'être. Elle ne veut rien dire de mal par là. Pas une seule fois il ne m'a défendu. Pas une seule fois il n'a dit à sa mère de traiter sa femme avec respect. Il restait juste là, silencieux et mal à l'aise, pendant que sa famille me dépeçait et vidait mon portefeuille. Mais j'ai continué à essayer. J'ai continué à croire que si j'étais juste assez généreuse, assez gentille, assez patiente, il m'accepterait enfin, m'aimerait enfin, me verrait enfin comme faisant partie de la famille. C'est pourquoi j'ai acheté la maison, cette immense, chère et belle maison. Ça allait être ma preuve finale que j'étais digne de faire partie de cette famille. Sauf qu'il y avait quelque chose à propos de cette maison que personne ne savait. Quelque chose que je n'avais dit à personne, même pas à Derek. J'allais tout expliquer à la fête, mais maintenant mes plans avaient changé. Quand j'ai acheté la maison, je ne l'ai pas achetée entièrement. Le prix total était de 847 000 $. J'ai versé 300 000 $. Toutes les économies que j'avais, mais pour les 547 000 $ restants, j'ai dû contracter une hypothèque. Et voici le truc avec les hypothèques. Quelqu'un doit être éligible pour en obtenir une. Patricia et Joël ne pouvaient pas être éligibles seuls. Leur code de crédit était terrible. Ils avaient des dettes, des paiements en retard et à peine de revenus puisqu'ils étaient tous les deux à la retraite. La banque ne leur accorderait pas de prêt pour une maison aussi chère. Alors, j'ai fait ce que je pensais être une chose généreuse. J'ai co-signé l'hypothèque. Je suis devenu co-emprunteur, légalement responsable du prêt aux côtés de Patricia et Joël. Je pensais que j'aidais. Je pensais que je leur permettais d'avoir cette belle maison. J'ai signé tous les papiers à la clôture, des piles épaisses de documents que j'ai examinés attentivement, y compris un document particulier, un accord de co-emprunteur qui me donnait certains droits si jamais je décidais de me retirer de l'obligation hypothécaire. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais besoin de ces droits. À l'époque, j'imaginais des dîners de famille heureux dans cette maison pour les années à venir. J'imaginais Patricia m'embrassant enfin et m'appelant sa fille. J'imaginais faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Mais c'était avant le texto. Dans les 2 heures qui ont suivi le message de Derek me disant que je n'étais pas la bienvenue à la fête, j'ai passé plusieurs appels téléphoniques. D'abord, j'ai appelé mon avocate, une femme vive d'esprit nommée Linda, avec qui j'avais travaillé sur des contrats commerciaux.
Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé quelles étaient mes options avec l'accord de co-emprunteur. Elle m'a dit exactement ce que j'avais besoin de savoir et elle a accepté de commencer à préparer les documents immédiatement. Ensuite, j'ai appelé la société de crédit hypothécaire et je les ai informés que je voulais me retirer en tant que co-emprunteur. Ils m'ont expliqué le processus et les documents dont j'aurais besoin. J'ai demandé des copies de tout, de chaque papier que j'avais signé, de chaque clause de chaque accord. Ensuite, j'ai appelé ma banque et j'ai parlé à mon conseiller financier. Je voulais comprendre tous mes actifs. Tout ce qui était à mon nom par rapport à ce qui était à nos deux noms. Il s'est avéré que la plupart des choses importantes étaient à moi seul. La maison dans laquelle Derek et moi vivions. Je l'ai achetée avant notre mariage, donc elle n'était qu'à mon nom. Mon entreprise, je l'ai construite, donc elle était à moi. Ma voiture, mes comptes de retraite, la plupart de nos économies, tout à moi ou principalement à moi. Enfin, j'ai appelé mon frère Thomas. Il est avocat en droit de la famille dans un autre État, et même s'il ne pouvait pas me représenter directement, il pouvait me donner des conseils. Je lui ai tout raconté, les années de manque de respect, l'argent donné et jamais apprécié. Le texto qui m'a finalement brisé. Il a écouté en silence, et quand j'ai fini, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Amber, dit-il, tu ne brises pas cette famille. Tu vois juste enfin que tu n'en as jamais vraiment fait partie en premier lieu. Ces mots m'ont frappé durement, mais ils étaient vrais. J'avais essayé d'acheter ma place dans une famille qui n'avait jamais voulu de moi. Et maintenant, il l'avait clairement montré. Dans la maison que j'avais payée, à la fête que j'avais financée, je n'étais pas la bienvenue. Maintenant, j'arrivais devant le manoir. L'allée était pleine de voitures. À travers les grandes fenêtres, des fenêtres que j'avais payées, je pouvais voir des gens rire et célébrer. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto de groupe à Derek, Patricia, Joël et Vanessa. Je suis dehors. J'ai des documents qui nécessitent des signatures immédiates concernant la maison. Affaire juridique, 5 minutes. J'ai attrapé mon dossier et je suis sorti de la voiture. Il était temps de gâcher ma propre fête. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Vanessa se tenait là dans une robe rouge moulante, un verre de vin à la main, me regardant comme si j'étais une vendeuse à domicile qui avait interrompu son émission de télévision préférée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-elle, n'essayant même pas de cacher l'agacement dans sa voix. « Derek a dit que tu ne venais pas », j'ai souri poliment. Le même sourire poli que j'avais donné à cette famille pendant 7 ans. Je dois faire signer des papiers à tout le monde. C'est à propos de la maison. Vanessa a roulé des yeux. Sérieusement ? Maintenant ? On est en pleine fête. C'est une exigence légale, dis-je calmement. Ça ne prendra pas longtemps. Avant que Vanessa ne puisse répondre, Patricia est apparue derrière elle. Elle portait un tailleur pantalon de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle avait le droit de dépenser. Son visage était rouge, probablement à cause du vin et de l'excitation de montrer sa nouvelle maison à tous ses amis. Quand elle m'a vu, son expression est devenue froide. C'est inapproprié, Amber, dit-elle sèchement. Nous avons une célébration de famille privée. Ces mots ont piqué plus qu'elle ne l'avait probablement prévu. Célébration de famille privée. Comme si je n'étais pas de la famille. Comme si je n'avais pas payé chaque centimètre carré de cette maison dans laquelle il célébrait. J'ai gardé ma voix stable. Ça ne prendra qu'un instant. C'est une exigence légale. À moins que vous ne préfériez que mon avocat organise une réunion formelle. Le mot « avocat » a fonctionné comme par magie. Le visage de Patricia a changé immédiatement. La colère a été remplacée par autre chose. De l'inquiétude peut-être, ou de la peur. Elle s'est écartée sans un autre mot. Je suis entré dans la maison. Ma maison, techniquement, celle que j'avais choisie. Celle que j'avais payée. Celle dans laquelle j'avais imaginé organiser des réunions de famille. Sauf que je n'étais jamais censé faire partie de ces réunions. Apparemment, le salon était plein de gens que je ne connaissais pas. Les amis de Patricia de son club de lecture, les voisins du nouveau quartier, quelques parents éloignés que j'avais peut-être rencontrés 1 ou 2 fois. Ils avaient tous l'air heureux, buvant du vin et mangeant des amuse-gueules sur les plateaux de service fantaisie que Patricia devait avoir achetés récemment. Encore de l'argent qu'elle n'avait pas. Derek est apparu de la cuisine en portant un plateau de quelque chose. Quand il m'a vu, son visage est devenu complètement blanc. Le plateau a vacillé dans ses mains,
et pendant une seconde j'ai pensé qu'il pourrait le laisser tomber. Amber, dit-il, sa voix se brisant légèrement. Qu'est-ce que tu... Je l'ai interrompu doucement. Juste des papiers, chérie. Rien à craindre. Mais ses yeux m'ont dit qu'il savait qu'il y avait beaucoup à craindre. J'ai regardé Patricia. Je dois vous parler, à vous, Joël, Derek et Vanessa, en privé. Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler? Patricia a hésité, puis a hoché la tête vers une pièce à côté du couloir principal. Le bureau? Bien sûr. Le bureau avec le beau bureau en chêne et les bibliothèques intégrées. Je me souvenais avoir choisi ce bureau au magasin de meubles, imaginant Joël assis là à faire des mots croisés ou Patricia écrivant des lettres. De si stupides espoirs. Nous 5 sommes entrés dans le bureau et j'ai fermé la porte derrière nous. Joël était le dernier à entrer, l'air confus et inquiet. C'était le seul qui m'avait sincèrement remercié pour la maison, le seul qui avait semblé vraiment reconnaissant. J'ai presque eu pitié de ce que j'allais faire. Presque. J'ai ouvert mon dossier et j'ai étalé plusieurs documents sur le beau bureau, le bureau que mon argent avait payé. Alors, ai-je commencé, gardant ma voix calme et professionnelle. Je voulais revoir les détails de l'achat de la maison avec tout le monde présent. Patricia a croisé les bras. Nous connaissons déjà les détails, Amber. Tu nous as acheté une maison. Très généreux. Nous t'avons remercié. En fait, dis-je, ce n'est pas tout à fait exact. Je n'ai pas acheté la maison entièrement. La pièce est devenue très silencieuse. Même les bruits de la fête à l'extérieur semblaient s'estomper. Que veux-tu dire? A demandé Derek lentement. J'ai sorti les documents hypothécaires. La maison a coûté 847 000 $. J'ai versé 300 000 $, mais les 547 000 $ restants sont une hypothèque. Une hypothèque que j'ai co-signée. Le visage de Patricia est passé du rouge au pâle en environ 2 secondes. Quoi? Tu as dit que c'était un cadeau. J'ai dit que je vous donnais une maison, l'ai-je corrigé. Je n'ai jamais dit que je la payais entièrement. L'hypothèque est à vos 2 noms et au mien. J'en suis légalement responsable. En fait, je fais les paiements hypothécaires depuis 6 mois, depuis la clôture. Vanessa a explosé. Pourquoi ferais-tu ça? Ce n'est pas un cadeau. C'est juste. C'est de la manipulation. J'ai senti un éclair de colère, mais je l'ai contenu. Manipulation. J'ai co-signé parce que vos parents ne pouvaient pas être éligibles pour une hypothèque seule. Leurs cotes de crédit sont trop basses et ils n'ont pas assez de revenus. La banque ne leur aurait pas accordé de prêt pour une maison aussi belle. J'ai utilisé mon crédit, mes revenus, ma situation financière pour rendre cela possible pour eux. Joël a finalement parlé, sa voix calme. Je me souviens d'avoir signé ces papiers. Il y en avait tellement. Oui, dis-je, et l'un de ces papiers était un accord de co-emprunteur. Je l'ai sorti et j'ai pointé une section spécifique. Cet accord stipule que 6 mois, en tant que co-emprunteur fournissant le soutien financier, je choisis de me retirer de l'hypothèque, j'ai le droit de transférer mon obligation à une autre partie qualifiée ou d'initier une vente de la propriété pour régler la dette. Le silence dans la pièce était si épais que je pouvais presque le toucher. Je suis ici pour vous informer que je me retire en tant que co-emprunteur, ai-je annoncé, avec effet immédiat. Tu ne peux pas faire ça, a crié Vanessa. Je peux et je le fais, dis-je calmement. Vous avez 3 options. Option 1, trouver quelqu'un d'autre pour co-signer et refinancer l'hypothèque entière dans les 30 jours. Option 2, me racheter ma part de capital. Ce serait mon acompte de 300 000 $ plus les 6 mois de paiements hypothécaires que j'ai faits, environ 18 000 $. Donc 318 000 $ au total. Option 3, nous vendons la maison et partageons le capital qui existe après avoir remboursé l'hypothèque et les frais de clôture. La pièce a éclaté. Patricia a commencé à crier à la trahison, et comment pouvais-je leur faire ça? Vanessa m'insultait avec des noms que je ne répéterai pas. Derek me regardait juste comme si j'avais une deuxième tête. Joël s'est assis lourdement dans le fauteuil de bureau, regardant les papiers étalés devant lui avec choc et confusion. Tu ne peux pas faire ça, a crié Patricia. C'est notre maison. Tu nous l'as donnée. Tu ne peux pas simplement la reprendre. Je ne reprends rien, dis-je, ma voix toujours calme malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai co-signé pour une hypothèque. J'ai fait des paiements. Et à partir d'aujourd'hui, après avoir reçu un texto de mon mari,
j'ai regardé directement Derek, me désinvitant d'une célébration dans une maison que je paie. J'ai décidé que je ne veux plus être financièrement lié à cette propriété. Derek a finalement trouvé sa voie. Amber, s'il te plaît, parlons de ça en privé. Il y a plus, ai-je interrompu. J'ai sorti un autre jeu de papier. J'ai aussi contacté un avocat au sujet de nos biens matrimoniaux. Comme nous vivons dans un état de communauté de biens, je lui ai demandé de tout examiner. Et comme j'ai été le principal contributeur financier à notre mariage, et comme la plupart de nos principaux actifs sont à mon nom seul, je demande la séparation de corps. Vous recevrez les papiers officiels demain matin. L'explosion qui a suivi était comme rien de ce que j'avais jamais connu. Patricia pleurait et criait en même temps. Vanessa menaçait de me poursuivre en justice, de me ruiner, de s'assurer que tout le monde sache quelle personne terrible j'étais. Joël essayait de calmer tout le monde, mais personne n'écoutait. Et Derek est resté là, figé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. J'ai rassemblé mes papiers calmement, les remettant dans mon dossier. Je me suis tourné vers la porte, prête à les laisser tous derrière moi. Mais je me suis arrêté et j'ai regardé Derek une dernière fois. Oh, et Derek, ai-je dit, j'ai fait changer les serrures de notre maison. Enfin, ma maison, en fait, puisqu'elle est à mon nom seul. Je l'ai achetée 2 ans avant notre mariage. Tu te souviens? Tes affaires seront emballées et prêtes à être récupérées demain soir. Tu peux rester ici avec ta mère dans le manoir que je ne paie plus. Puis je suis sorti de ce bureau, j'ai descendu le couloir, passant devant tous ces invités qui avaient cessé de parler et qui me regardaient maintenant avec de grands yeux. Ils devaient avoir entendu les cris. Je m'en fichais. J'ai gardé la tête haute, je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Mes mains n'ont commencé à trembler que lorsque j'étais à 3 pâtés de maison. Puis j'ai dû m'arrêter parce que je ne voyais plus la route à travers mes larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, des larmes de liberté. Je suis resté assise dans ma voiture, pleurant et riant en même temps, ressemblant probablement à une folle pour quiconque passait par là. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Les jours suivants ont été étranges. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Derek a appelé 27 fois le premier jour seulement. Patricia a appelé, Vanessa a appelé, même certains amis de Patricia ont appelé pour me dire quelle personne horrible j'étais. J'ai bloqué la plupart des numéros. Ceux que je n'ai pas bloqués, je les ai simplement ignorés. J'ai pris 2 jours de congé, chose que je ne faisais jamais. J'ai rencontré Linda, mon avocate, et nous avons tout examiné en détail. Elle a été impressionnée par la quantité de documentation que j'avais rassemblée. Vous avez rendu cela très facile, m'a-t-elle dit. La plupart des gens ne pensent pas clairement quand ils sont émotifs, mais vous l'avez fait. J'ai aussi rencontré un conseiller financier pour m'assurer que je comprenais exactement où j'en étais. Les nouvelles étaient meilleures que ce à quoi je m'attendais. Mon entreprise se portait bien. Mes économies personnelles, bien que diminuées par l'acompte de la maison, se rétabliraient. Et comme le nom de Derek ne figurait pas sur la plupart de nos actifs, la séparation serait financièrement plus propre qu'elle n'aurait pu l'être. J'ai même commencé à voir une thérapeute. Elle s'appelait Dr Chen, et elle était gentille et directe. Vous avez été conditionné à accepter un mauvais traitement, m'a-t-elle dit lors de notre première séance. Vous avez assimilé l'amour au soutien financier. Ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Ces mots m'ont frappé durement, mais ils étaient vrais. Le 3e jour après la fête, quelque chose s'est produit qui a de nouveau tout changé. Je suis rentré d'une séance de thérapie pour trouver une enveloppe scotchée à ma porte d'entrée. Juste une simple enveloppe blanche avec mon nom écrit dessus d'une écriture tremblante. J'ai reconnu celle de Joël. À l'intérieur se trouvait une lettre et une pile de papiers imprimés. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai commencé à lire. Cher Amber, commençait la lettre. J'aurais dû te dire ça il y a des années, mais j'étais un lâche. J'ai laissé Patricia tout contrôler, y compris la façon dont nous te traitions. Je l'ai regardée être froide avec toi, et je n'ai rien dit. J'ai regardé Vanessa profiter de toi, et je n'ai rien dit. Je me suis dit que ce n'était pas ma place d'interférer. Mais après ce qui s'est passé à la fête, après t'avoir vu sortir la tête haute pendant que nous te crions tous dessus comme des animaux, j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester silencieux. Tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité. Mon cœur a commencé à battre la chamade.
J'ai posé la lettre et j'ai regardé les papiers. C'était des impressions de textos. Beaucoup de textos. Entre Patricia et Derek, entre Derek et Vanessa, entre eux trois en fait. Les messages remontaient à 18 mois. Je les ai lus lentement, attentivement, chacun me rendant plus malade que le précédent. Patricia à Derek, tu dois prendre le contrôle de l'argent d'Amber. C'est ta femme, pas ta patronne. Derek à Patricia, je sais, maman. J'y travaille. Patricia à Derek, travaille plus vite. Fais-la nous acheter une maison, puis nous pourrons commencer la phase 2. Phase 2. J'ai continué à lire. Vanessa à Derek, une fois que maman aura la maison, nous commencerons à travailler sur Amber pour financer mon entreprise. Une vraie entreprise cette fois, pas ces petites choses. Quelque chose de grand. Derek à Vanessa, elle se méfie déjà de l'argent que tu as emprunté avant. Nous devons être prudents. Vanessa à Derek, c'est pour ça que la maison était un coup de génie. Une fois qu'elle aura investi autant dans la famille, elle ne pourra pas dire non à de plus petites demandes. Elle sera piégée. Piégée. Ils ont utilisé ce mot, piégé. J'ai continué à lire, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir les papiers. Patricia à Derek, la prochaine étape est de la convaincre de m'ajouter à vos comptes bancaires. Pour les urgences, tu diras. Ensuite, nous aurons accès à tout. Derek à Patricia, je lui en parlerai après la pendaison de crémaillère. Elle se sentira bien dans la famille à ce moment-là. Mais les pires messages étaient encore à venir. Ceux-ci dataient d'environ 6 mois. Patricia à Derek, si tu ne peux pas la contrôler, alors il est peut-être temps de penser à une stratégie de sortie. Documente tout. Fais en sorte qu'elle soit le problème. Ensuite, quand tu divorceras d'elle, tu pourras prétendre que tu mérites la moitié de tout, y compris son entreprise. J'ai arrêté de respirer. J'ai vraiment arrêté de respirer pendant quelques secondes. La réponse de Derek, comment cela fonctionnerait-il? L'entreprise est à son nom. Patricia à Derek, les lois sur la communauté de biens. Vous êtes mariés depuis 7 ans. Tu l'as soutenue émotionnellement pendant qu'elle construisait l'entreprise. Tu mérites une compensation. J'en ai déjà parlé à un ami avocat. C'est possible. Derek à Patricia, laisse-moi y réfléchir. Je ne veux pas tout perdre si ça ne marche pas, Patricia à Derek, tu ne perdras pas, tu gagneras. Fais-moi confiance. J'ai posé les papiers. Tout mon corps était engourdi. L'homme que j'avais épousé, l'homme que j'avais aimé et soutenu et pour qui je m'étais rendu malade, avait comploté avec sa mère pour m'exploiter financièrement puis me jeter. La maison n'était pas un cadeau qu'ils avaient accepté gracieusement. Elle faisait partie d'un plan, d'un piège. Tout comme Vanessa l'avait dit, ce texto me disant de ne pas venir à la fête, ce n'était pas seulement de la grossièreté. C'était une partie d'un schéma. M'isoler. Me faire sentir que je n'appartenais pas. Me maintenir en déséquilibre et désespéré d'approbation. Tout ça pour que je continue à leur donner de l'argent pendant qu'ils prévoyaient de tout prendre. J'ai repris la lettre de Joël et j'ai lu le reste. J'ai trouvé ces messages sur l'iPad de Patricia la semaine dernière. Elle ne sait pas que je les ai vus. J'essayais de savoir quoi en faire. Après la fête, après avoir vu ce qu'ils t'ont fait, j'ai su que je devais te les donner. Je suis désolé, Amber. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir protégé. Tu n'as été que gentille et généreuse avec nous, et nous t'avons terriblement traité. Patricia est ma femme et Derek est mon fils, mais ce qu'ils t'ont fait est mal. Tu devais savoir la vérité. J'espère que cela t'aidera dans toutes les affaires juridiques à venir. Tu mérites mieux que nous tous. J'ai honte de ma famille et j'ai honte de moi-même. Joël. Je suis restée assise là pendant un long moment, tenant ces papiers. Une partie de moi voulait crier. Une partie de moi voulait pleurer. Mais surtout, je me sentais validé. Tout ce que j'avais soupçonné, chaque sentiment que j'avais refoulé et que je m'étais dit être injuste ou paranoïaque. Tout était réel. Tout était vrai. Ils m'avaient utilisé, prévoyaient de m'utiliser davantage. Et si je n'avais pas reçu ce texto, si je ne m'étais pas enfin défendu, ils auraient réussi. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Salut, est-ce bien Amber? A demandé une voix de femme, jeune, nerveuse. Oui, dis-je prudemment. Je m'appelle Claire.
Je suis la petite amie de Derek. Enfin, je l'étais. Je pense que nous devons parler. J'ai rencontré Claire le lendemain matin dans un café de l'autre côté de la ville, un endroit où je savais que Derek n'irait jamais. Elle était plus jeune que moi, peut-être 28 ou 29 ans, avec de longs cheveux noirs et des yeux nerveux. Elle était jolie d'une manière simple, portant un jean et un pull, tordant une serviette en papier dans ses mains alors que je m'asseyais en face d'elle. « Merci de me rencontrer », dit-elle doucement. « Je n'étais pas sûr que vous le feriez. J'ai failli ne pas le faire, ai-je admis. Mais je suis curieuse de savoir pourquoi la petite amie de Derek veut me parler. » Elle a tressailli au mot « petite amie ». « Je ne savais pas », dit-elle rapidement. « Je jure que je ne savais pas qu'il était marié. Il m'a dit qu'il était divorcé. Il a dit que son ex-femme lui rendait la vie difficile, se battant avec lui pour l'argent et la maison. Il a fait passer ça pour que vous étiez. Je suis désolé. Je me sens si stupide. » J'ai étudié son visage. Elle avait l'air sincèrement contrariée. Sincèrement désolée. J'ai réalisé que je n'étais pas en colère contre elle. Comment pourrais-je l'être? Elle était une autre personne à qui Derek avait menti. Comment l'avez-vous découvert, ai-je demandé. Les publications de Vanessa sur les réseaux sociaux, dit Claire. Après votre confrontation à la fête, elle a publié tout un tas de choses sur une ex-femme cruelle qui essayait de voler la maison de ses parents. Mais elle a utilisé votre nom complet. Je vous ai cherché et j'ai vu des photos de mariage. Des photos de mariage récentes. Derek et moi sortons ensemble depuis 4 mois. Et vous deux vous êtes mariés il y a 7 ans. Le calcul ne collait pas, elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Je l'ai confronté. Il a essayé de mentir au début, a dit que c'était de vieilles photos, que vous étiez techniquement encore mariés mais séparés. Mais j'ai insisté et il a finalement admis la vérité. Alors j'ai rompu. Et puis j'ai pensé. J'ai pensé que vous devriez savoir parce que s'il m'a menti à moi, il vous ment probablement aussi. C'est le cas, dis-je. Mais je savais déjà qu'il mentait. Juste pas à propos de vous. Les yeux de Claire se sont remplis de larmes. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais. Si j'avais su qu'il était marié, je ne serais jamais sorti avec lui. Mes parents sont divorcés parce que mon père a trompé ma mère. J'ai vu ce que ça lui a fait. Je ne voudrais jamais être l'autre femme. Vous n'êtes pas l'autre femme, lui ai-je dit. Vous êtes une autre victime des mensonges de Derek. Elle a essuyé ses yeux et a regardé son téléphone. J'ai des captures d'écran de nos conversations. Certaines sont assez graves. Il a dit beaucoup de choses sur vous que je réalise maintenant être des mensonges, mais peut-être qu'elle pourrait vous aider. Dans le divorce. Elle a tourné son téléphone vers moi. J'ai commencé à lire les messages entre elle et Derek. Et à chaque message, mon dégoût grandissait. Derek à Claire, mon ex-femme pense qu'elle me possède parce qu'elle gagne plus d'argent. Elle contrôle tout. Derek à Claire, j'ai hâte que tout soit réglé et que je puisse enfin être libre. Libre d'être avec quelqu'un qui me respecte vraiment. Derek à Claire, elle rend le divorce aussi difficile que possible. Prenant tout même si elle n'en a pas besoin. Certaines personnes sont juste avides. Tout cela pendant qu'il vivait dans ma maison, mangeait de la nourriture que j'avais payée, conduisait une voiture que j'avais aidé à acheter. Tout cela pendant qu'il complotait avec sa mère pour prendre mon entreprise, mon argent, mon tout. Mais le pire message était celui d'il y a juste une semaine. Derek à Claire, une fois que j'aurai traversé ce divorce, j'aurai enfin de l'argent. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de tout ce qu'elle a construit pendant le mariage. C'est un bien communautaire. Je l'ai soutenue émotionnellement pendant qu'elle travaillait, donc je mérite une compensation. Nous pourrions faire un voyage quelque part de bien une fois que tout sera réglé. Où que tu veuilles aller. Il planifiait déjà comment dépenser mon argent avec une autre femme. De l'argent qu'il n'avait pas gagné. De l'argent d'une entreprise à la construction de laquelle il n'avait rien à voir. Et il appelait ça, traverser ce divorce, comme si c'était moi qui avais forcé cette situation alors que les propres textos de sa mère montraient qu'il prévoyait de divorcer de moi depuis des mois. Pouvez-vous m'envoyer ces captures d'écran, ai-je demandé à Claire. Elle a hoché la tête et m'a demandé mon numéro. En quelques secondes, mon téléphone bourdonnait de messages entrants, de preuves, de documents sur les mensonges de Derek, sa manipulation, ses plans. Pourquoi m'aidez-vous, lui ai-je demandé. Vous ne me connaissez même pas, Claire a baissé les yeux sur ses mains.
Parce que c'est la bonne chose à faire, et parce que j'ai vu son visage quand je l'ai confronté à la vérité. Il n'était pas désolé. Il n'avait pas honte. Il était juste en colère d'avoir été pris. C'est là que j'ai su qu'il ne se souciait pas vraiment de moi. J'étais juste utile pour lui. Comme vous l'étiez, comme tout le monde l'est pour lui. Elle avait raison. C'était exactement ce que nous étions pour Derek et sa famille. Des outils utiles à utiliser et à jeter lorsque nous n'étions plus nécessaires. Nous avons parlé pendant une autre heure. Claire m'a parlé des mensonges de Derek, des façons dont il l'avait manipulé, des excuses qu'il inventait pour ne pas pouvoir la présenter à sa famille pour le moment. C'était triste de voir à quel point nos histoires étaient similaires, juste sous des angles différents. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, Claire m'a serré dans ses bras. « J'espère que vous lui prendrez tout », a-t-elle murmuré. « Il le mérite. » Je suis allé directement au bureau de Linda avec les nouvelles preuves. Elle a examiné les captures d'écran de Claire et les impressions de textos de Joël avec une excitation croissante. « C'est excellent », dit-elle. « Preuve d'infidélité, preuve d'exploitation financière planifiée, preuve de manipulation intentionnelle. » Amber, son cas vient de s'effondrer. Derek a essayé de contester le divorce au début. Il a prétendu qu'il méritait la moitié de mon entreprise parce qu'il m'avait soutenu émotionnellement pendant notre mariage. Son avocat a soutenu qu'il avait sacrifié sa propre progression de carrière pour être là pour moi. C'était ridicule, mais ils ont essayé. Puis Linda a présenté toutes les preuves. Les textos montrant Derek et Patricia complotant pour m'exploiter. Les captures d'écran de Claire montrant l'infidélité de Derek et ses projets de dépenser l'argent du divorce en vacances avec sa petite amie. La chronologie montrant comment Derek avait menti à plusieurs personnes pendant des mois. L'avocat de Derek a regardé les preuves et lui a conseillé de régler l'affaire. L'affaire était ingagnable. Derek le savait aussi. Nous avons réglé l'affaire à l'amiable. Derek a obtenu une petite partie de nos économies communes, de l'argent qui avait été véritablement gagné pendant notre mariage. Mais il n'a rien obtenu de mon entreprise, rien de la maison, rien de mes comptes de retraite, juste assez pour recommencer ailleurs, ce qui était plus que ce qu'il méritait. Patricia a eu une dernière crise. Elle s'est en fait présentée à mon immeuble de bureau en criant dans le hall sur la façon dont j'avais détruit sa famille, volé sa maison et ruiné la vie de son fils. La sécurité l'a fait sortir pendant qu'elle criait que je le regretterais, que tout le monde saurait quel genre de personne j'étais vraiment. Mais je ne l'ai pas regretté, pas même une seconde. Le manoir s'est vendu 3 mois plus tard. Patricia et Joël n'ont pas pu refinancer sans moi, et ils ne pouvaient certainement pas se permettre de me racheter. La maison s'est vendue 865 000 $. Après avoir remboursé l'hypothèque et les frais immobiliers et m'avoir rendu mon acompte plus les paiements hypothécaires que j'avais faits, Patricia et Joël sont repartis avec environ 15 000 $ au total. Ils ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Vanessa a dû emménager avec une amie parce qu'elle ne pouvait plus se permettre son propre logement. Ces projets d'entreprise ne se sont jamais concrétisés sans accès à mon portefeuille. Joël m'a appelé une dernière fois environ un mois après que tout soit réglé.